Hola, muy buenas. Soy Karim. Bienvenidos a Pas Sorti de Bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Si vous ne connaissez pas ou peu NAC, c'est le temps que ça change. Écoutez, c'est des produits qui sont faits par et pour des athlètes d'endurance, puis ça paraît. Les nouvelles barres Ultra Énergie sont révolutionnaires avec leur ratio 4:1 en termes de glucides versus protéines. Et en plus, le goût est malade. Pour vrai, c'est ça que ça vous prend pour vos longs entraînements puis vos courses. NAC offre à mes auditeurs un rabais de 15% sur tous ses produits. Va sur nacbar.com, choisis la saveur qui tente et utilise le code promo Pas Sorti du Bois, PASSORTIDUBOIS, tout en majuscule. Merci NAC et bonne écoute. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 17e épisode de Pas Sorti du Bois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Karim El Hayani. Salut Karim. Salut Jean, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Ceux qui connaissent Karim, vous savez, c'est un coureur de trail du Québec, en fait, espagnol, mais au Québec depuis plusieurs années. Puis il est connu pour sa particularité, courir pieds nus. Puis je pense que ça va être extrêmement intéressant de jaser avec toi, Karim. Tu as un parcours super impressionnant, autant en termes de performance que simplement ton approche du sport. Puis le fait que tu complètes ces courses-là pieds nus, c'est vraiment impressionnant. Puis c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler. Je pense qu'il fascine les gens. Puis on aura l'occasion d'en jaser plus en profondeur. Mais avant toute chose, la première question que je demande toujours à mes invités, qu'est-ce que tu bois? Aujourd'hui, j'ai un petit sangria. Oh! Et c'est ça, c'est un petit sangria tranquillement. Très cool. Moi, de mon côté, j'ai une bière du Ralbock, la Senior Cacao. Puis j'en profite pour remercier mon partenaire, les boutiques Cheers à Montréal. Donc, c'est un dépanneur à bière à Montréal qui vous livre votre bière chez vous directement quand vous commandez avant 16 heures. Donc, je remercie la gang de la boutique Cheers qui m'a fourni plein de belles bières exclusives, des bières des microbrasseries québécoises. Donc, dans ce cas-ci, Ralbock, c'est à la Pocatière. Donc, bonjour à tout le monde de la Pocatière et merci beaucoup à la boutique Cheers, Jean de Montréal. Allez découvrir ça. Donc, commençons par le commencement. Karim, parle-moi un peu de toi, ta biographie, de ton profil, d'où tu viens, puis qu'est-ce qui t'a amené à la fois au Québec et à la course à pied? Oui, je suis un athlète que, dans le fond, je viens d'athlétisme, de piste, de cross-country, tout ça. Depuis, c'est ça, et après ça, de 2013, j'avais un entraînement entre 10 et 13 km. Il avait une course proche de chez moi, à Madrid. Et j'ai fait ça pour la première fois en course à pied juste pour l'entraînement. Et finalement, j'ai aimé ça. Je trouvais une sensation vraiment différente de la course à pied des sentiers, comparaison à l'athlétisme et tout ça. Et j'ai trouvé ça, c'est vraiment cool. M'a donné des sensations spéciales. Et depuis 2013, que j'ai commencé à faire de la course à pied en montagne, elle avait me filé, j'ai pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Puis comment tu as commencé tu disais 10 à 13 km, comment tu en es venu à augmenter les distances? Puis tu t'es rendu jusqu'à du 100 km et plus. Comment est venue cette piqûre-là de l'ultra-trail? J'ai été vraiment, comme l'athlète, vraiment jeune. J'ai commencé à 17-18 ans à la course à pied, à la course à pied pour montagne. Donc, je n'avais pas vraiment beaucoup de patience de faire ça tranquillement dans monter distance. C'est juste de commencer vraiment des distances 20-25 et après ça, directement, je passais à mon premier ultra, c'est de 5-15 km. Mais c'est sûr qu'après 2013, j'ai fait mon troisième compétition importante, c'est la finale de la Coupe de l'Espagne. On avait vraiment beaucoup de niveau avec le meilleur athlète de Salmon, tout ça de l'Espagne. Et j'étais vraiment pour courir ma troisième course à pied pour montagne importante. J'ai fini une première position. C'est comme aujourd'hui, tu n'es pas connu. Un jour plus tard, je peux gagner une course importante sans être athlète de montagne parce que c'était ma deuxième, troisième course à pied pour montagne. Et m'a commencé à inviter des ultra-trails. Et finalement, j'ai dit, OK, pourquoi pas ça? J'ai commencé juste comme ça et c'est ça. Fait que dès la première année où tu t'es mis à la course à pied, tu étais
champion de course en montagne d'Espagne. Ouais. Ça commence bien. Ouais, ça commençait vraiment bien. Ça commençait vraiment bien parce que l'athlète en Espagne là-bas est vraiment beaucoup de niveau dans la course à pied, le trail running. Il y a des bons athlètes, mais c'était une course à pied de 13 km et pour moi, avant, le 13 km était une course vraiment, vraiment longue parce que juste cette époque, 3 mois avant, j'étais athlète de 400 mètres et 800 OK, mètres. quand même. Ouais, donc pour moi, 13 km, c'était long pour toi à l'époque. Maintenant, c'est une petite journée de course, mais je suppose qu'à l'époque, de passer du 400 mètres et 800 mètres, l'athlétisme, puis là, arriver à 13 km, c'est un bon step, là. Ouais, c'était vraiment beaucoup. Je pensais pas que je vais finir. Je savais que je vais finir, mais je savais pas que comme je vais trouver dans une compétition courir vite. Donc, finalement, mon course a trouvé vraiment bien et je m'adaptais vraiment bien à la course à pied sentier. Mais j'étais pas athlète de course à pied sentier, mais toute la vie, j'ai fait l'entraînement dans la montagne parce que j'habitais à Madrid, dans un petit village. Quand on parle de Madrid, on pense que c'est la ville, mais Madrid, c'est qu'on vit les provinces. Il y a un petit village dans la montagne, tout ça. Donc, moi, chaque fois que j'avais l'entraînement pour faire chez moi de longues runs et tout ça, je le faisais sur la montagne. Mais tout le temps, moi, j'ai aimé la nature, j'ai adoré la nature, même pas si j'étais athlète de course à pied pour athlétisme, mais j'ai passé toute ma journée dans la rivière, la nage, de sauter des grosses rocs des pontes, de l'eau, choses comme ça, d'activités fous. J'ai adoré ça oui, je suis une gars de la nature et j'aime beaucoup ça. Quand tu étais en entraînement d'athlétisme, tu sais, faire de la track, tu sais, du 400 mètres, du 800 mètres, est-ce que ça te manquait de ce côté fun-là d'être dans les bois puis de ne pas avoir d'objectif puis juste être libre? Dans le fond, ça c'est vraiment. Je pense que c'est la première personne qui m'a fait cette question parce que c'est une question. Ce que tu me demandes maintenant, c'est vraiment qu'est-ce qui m'a fait laisser de l'athlétisme d'un choc et commencer tout de suite avec la course à pied de montagne. Parce que qu'est-ce que j'ai trouvé en Espagne là-bas, je trouvais une course à pied d'athlétisme où on était vraiment chrono. Quand je faisais par exemple 1 kilomètre en 2 minutes et 30 secondes, 2 minutes 32 secondes, j'étais vraiment bien, j'étais vraiment content. Mais la journée que je faisais par exemple à 2 minutes, j'ai été pas content parce qu'on était vraiment comme chrono. Mais en même temps, on était dans l'ambiance de c'est juste chrono. Quel compte, c'est juste compétition, c'est juste ça. Et quand j'ai commencé sur la course à pied, surtout en catalan, je finis première, deuxième, troisième position, j'étais heureux. Mais si je finis pas quatrième, cinquième, sixième, j'étais aussi heureux parce qu'il y avait vraiment le fond, les gens. C'est vraiment comme pour moi, c'était comme grosse. C'est la fête de la course à pied. C'était vraiment la fête. C'est juste incroyable d'arriver, de voir comment aide les gens à l'autre ou tu vois qu'il y a deux gens, il y a un objectif, mais en même temps, tu connais comme personne de l'autre pays, tu commences à parler, tu es dans la compétition, mais tu commences à parler parce que tu as des fois 22 heures, donc tu as le temps de faire un peu tout. Et je trouve ça, c'est vraiment le fun et c'est incroyable de pouvoir trouver des gens comme ça, de faire des compétitions comme ça et surtout à profiter de la nature et changer de terrain, de l'eau, de ça, de froid, de différentes stations, mettre ton corps à la limite. C'était vraiment bien. Et la sensation que j'avais à la compétition en course à pied, jamais je l'avais dans un athlétisme. Avant de commencer la course à pied, j'avais vraiment plus que 100 médailles, tout ça. Mais maintenant, j'ai à 0 médaille parce que je le donnais tout cadeau. Les gens un peu partout, si tu en vas à Arizona, tu vas trouver plusieurs trophées de moi, de coupes, de médailles. Dans le fond, le trophée, médaille, ça, c'est pas vraiment important pour moi parce que de voyager d'un côté à l'autre, le plus important, c'est l'expérience, les gens que tu trouves là-bas, le bon moment que tu passes, la bière ici. Ça, c'est que pour moi, c'était vraiment important et c'est vraiment le fun, plus que après la compétition, après gagner, après tout ça, pour moi, c'est vraiment le plus important et c'est ça qui me fait que je vais retourner plus heureux, moins heureux à la maison. Oui, l'expérience humaine prime sur la performance physique ou sur, comme tu dis, les médailles et les titres. Puis
je pense que tu termines premier une course, c'est un sentiment qui est très éphémère. C'est à court terme, tu es fier, tu es content, tu as gagné. Puis l'année suivante, quelqu'un d'autre va gagner, puis on ne se rappelle plus de toi. Alors que toi, quand tu vis une expérience humaine dans une course, quand tu rencontres des gens, tu parlais de l'esprit de communauté qui est vraiment particulier à notre sport. Les gens prennent une bière après les courses, les compétiteurs, les compétitrices entre eux vont jaser, vont avoir du plaisir. Pendant la course, après la course, on se rappelle bien plus de ces rencontres-là puis de ces relations humaines-là que, comme tu dis, un chrono ou une médaille. Là. Ouais, ça c'est juste vraiment incroyable de trouver un sport qui a des choses comme ça. C'est vraiment le fun. Ouais. Je vais juste reculer un peu en arrière. Du moment que tu as gagné le championnat d'Espagne de course en montagne, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça l'a amené? Juste après ça, des gros sponsors qui m'ont commencé à m'appeler pour courir avec eux, tout ça, c'était un gros changement sur ma vie aussi parce que d'avoir zéro sponsor, d'être vraiment dernier de la finale de la Coupe de l'Espagne, des marques importantes s'intéressent à toi, ils t'appellent, ils t'invitent ici, on vient à courir, puis après ça, tu gagnes une course importante, et après ça, tu payes juste pour aller, tout ça, donc c'est comme des motivations de plus qu'ils te donnent, et c'est vraiment été, j'ai vécu comme 2-3 ans vraiment beau sur ma vie comme athlète semi-professionnel, mais après ça, les dernières 4-5 ans, je fais pas un course à pied vraiment bon parce que j'avais vraiment quand même fatigué un quadriceps, mais je savais pas c'est quoi. C'est ça qui m'a fait, j'étais en Espagne les dernières années avant de voyager aux États-Unis, j'étais en Espagne et j'avais du sponsor, j'avais de l'argent, j'ai vécu de le sport, ça c'est vraiment difficile de vivre des courses à pied Thaïlande, surtout c'est vraiment difficile, mais d'avoir réussi à vivre de sport, vivre tout ça, mais en même temps j'étais pas heureux parce que moi ce que j'aime c'est courir vite, trouver avec moi-même bien avec la course à pied, c'est là-bas aussi quand j'ai décidé aussi de faire un changement sur ma vie, je commençais à connaître l'athlète de l'autre pays, j'ai décidé aller voyager, connaître l'autre pays, l'autre ça, prendre un moment pour moi pour être vraiment plus forte à l'élite, mais vraiment à ma façon et comme moi je l'aime. Ah, c'est intéressant parce que tu aurais pu, tu le disais, tu étais un athlète professionnel, tu gagnais ta vie en courant, puis tu as pris la décision malgré tout ça que tu voulais faire ce que tu voulais, c'est-à-dire voyager. Puis tu t'es choisi toi avant de mettre de l'avant justement ton sport, puis de te dire, ben, je vais. Tu aurais pu justement te tanner puis de te fatiguer à continuellement courir puis faire plein de compétitions parce qu'on l'a vu, il y a plein d'athlètes professionnels qui l'ont dit que quand tu deviens professionnel, ben, les opportunités de voyager, de faire des courses, il y a une pression des sponsors, puis il y a une pression de performer. Puis les gens perdent la notion de plaisir, je pense, dans tout ça. Puis j'ai l'impression à t'écouter que rapidement, dans ta début vingtaine, tu as décidé de te choisir toi puis de faire, ben moi, j'ai le goût de voyager, fait que je vais le faire. Fait que parle-moi un peu de ce moment-là où tu t'es mis à voyager aux États-Unis, puis qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici au Québec? J'ai décidé de partir parce que j'étais pas bien avec moi-même. Je savais que je pourrais pas donner non plus mon 100% là-bas parce que j'étais allé plusieurs physiothérapeutes et je savais pas ce que ça passait avec ma fatigue. Donc, qu'est-ce que j'avais vraiment le goût, c'est juste partir, trouver avec moi-même. Et dans le fond, j'ai déjà avait fait une course à pied en 2015 à Phoenix, Arizona. Mm-hmm. Et ça, c'est la Jabalina 100. C'est une course connue là-bas. Et c'est comme, pour moi, c'était comme la première course importante. Juste avant aussi, il m'a invité, je fais encore la course à pied pour la marque Luna Sandals. Mm-hmm. Il m'a invité à Turquie, il m'a dit juste avant de commencer, j'ai déjà commencé à voyager pour l'Europe ici, là-bas, je retournais, j'ai déjà pensé à moi, j'ai décidé à aller vivre, commencer une nouvelle vie aux États-Unis. Mais avant de ça, avant d'aller aux États-Unis, j'ai commencé à voyager pour l'Europe. Puis Luna Sanda m'appelle, me dit, il y a une course à Turquie, nous aimerions que tu cours avec nous, c'est 250 kilomètres. Il faut que tu aies ça. Mais moi, je parle pas vraiment bien anglais. Et moi, j'ai parlé avec mon traducteur et tout ça, et avec mon manager d'avant. Et j'attendais 250 km à Turquie. J'ai dit, ça, c'est une ultramarathon. Il
où tu cours tout ce que tu as besoin pendant 5 jours. OK, c'est une course à étapes. Ouais, c'est une course à En étapes. autonomie. Et chaque jour, et moi, je comprenais rien. Je ne savais pas c'est quoi un ultramarathon. Je ne savais rien de ça. Je juste attendais Turquie, tout payé. J'ai dit, OK, je vais prendre une petite vacance par là. Mais j'arrivais là-bas, j'étais en première position, la première étape. Mais après ça, j'étais en première position, mais je ne savais pas qu'il faut que tu cours avec GPS. Et je comprenais rien de GPS. C'était tout vraiment une nouvelle expérience pour moi. Et chaque jour, je faisais comme 1 heure et demie plus que tous les athlètes. Parce que chaque jour, j'étais perdu. Je parlais pas turquie, je parlais pas vraiment bien anglais. Donc, c'est comme, mais c'était vraiment une belle expérience pour moi d'avoir couru ça. Et j'ai retourné à Espagne. J'ai fait une course à pied 1 semaine plus tard, 10 kilomètres. Et après ça, 3 semaines plus tard, j'ai dit, OK, je vais commencer mon aventure à l'extérieur. Et avec l'objectif, j'ai parti de l'Espagne pour commencer à vivre, à apprendre l'anglais aussi. Il a commencé une nouvelle vie à États-Unis. Il avait une course importante, la Baja 100, qui Luna Sandals aussi m'a aidé pour la faire et tout ça. Que tu as remporté. Ceux qui ne le savent pas, Javelina 100, Stephanie Simpson aussi en parlait, mon invité de l'épisode 10. C'est une course de l'Ultra Trail World Tour qui est là, tout à fait le 100 km qui est dans le désert de l'Arizona. Puis tu as remporté le 100 km en 2015. Ouais, j'étais vraiment. Les gens m'ont dit que tu cours pas vraiment vite parce qu'il faut que tu fais attention avec la chaleur. La chaleur, il y a beaucoup de gens qui finissent avec déshydratés là-bas. Donc, j'ai fait vraiment. Je pense que les gens là-bas m'ont mis comme un peu de peur. Donc, il faut que tu fasses vraiment attention avec la chaleur et s'il n'y a pas de bois pour te cacher, c'est tout désert. Donc, j'ai fait vraiment beaucoup de petites pastilles de sel minéral. Je pense que j'ai pris 2 chaque heure. Au cas où je vais mettre ça, je pense que c'est pas bon, mais j'ai fait ça là-bas. Donc, j'étais vraiment bien hydraté. Tout le monde m'a dit, va avec l'équipe, le groupe d'élite jusqu'à kilomètre 60 ou 80 ou 90. Et après ça, c'est trop bien. Tu peux aller avec les 3 premières. Et après ça, c'est ça que tu vraiment, mais il m'a dit, tu sors pas vraiment vite parce que c'est vraiment sérieux, c'est pas comme l'autre course. Et je dis, OK, pas de problème. Et moi, j'arrivais là-bas, j'étais en pleine forme, tout ça. Et kilomètre 35-40, j'ai fait, je sais pas, je me trouvais vraiment bien. J'ai oublié ce qu'il m'a dit tout le monde. J'ai parti vraiment en avant d'athlète élite jusqu'à à l'arrivée. Finalement, j'ai fini première position là-bas. Il m'a ouvert vraiment beaucoup de portes là-bas aux États-Unis de pouvoir gagner une course internationale là-bas, ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes. Je pense que c'est la course qui m'a donné l'opportunité après de vivre un peu de mon sport. Okay. M'a payé le ticket de New York jusqu'à l'Espagne pour retourner à grandir là-bas. Et comme cette course m'a ouvert un peu la porte aux États-Unis pour Phoenix, Arizona et tout ça, j'ai décidé après retourner aux États-Unis là-bas pour commencer à vivre ma vie, de faire l'entraînement, d'oublier des choses. Parce que là-bas, aux États-Unis, où j'habitais avec les amis là-bas, moi, on faisait comme vraiment la compétition, comme la fête, comme le plaisir, comme le fun, et l'arrivée 3 jours avant. Je sais pas ce qu'ils faisaient aux États-Unis, mais je pensais que les gens travaillaient. Et pas beaucoup là-bas quand on avait la compétition et tout ça. Tout le monde arrivait 4-5 jours d'avance. Et c'est ça, j'ai parti là-bas et finalement, je ne pourrais pas rester vraiment longtemps et vivre là-bas parce que ça compliquait la chose avec la migration. Je ne pourrais pas en monter plus ça. Donc, j'ai senti obligé de retourner à l'Espagne. Mais juste avant de retourner à l'Espagne, mon ami m'a parlé de Montréal. Moi, honnêtement, jamais je n'ai pas attendu de parler de Québec et que je savais pas que Québec, ça parlait français. J'ai parlé tout le temps de Canada. C'est comme une chose vraiment loin au nord, mais je connaissais pas Canada. J'ai dit, OK, je vais aller. Il m'a dit, toi, que tu aimes voyager, que tu as fait plusieurs courses aux États-Unis, ici, là-bas, que tu es une personne qui aime l'aventure. Je pense que Montréal, Canada, Montréal, tu vas aimer beaucoup. C'est ça, je suis venu ici pour passer un mois et demi maximum avec l'argent que j'avais gagné en compétition là-bas et tout ça. J'ai dit, OK, avec ça, je peux faire un mois de vacances ici. Et finalement, j'ai aimé beaucoup Montréal, les gens de Laval, sortir. J'ai fait vraiment des amis vite. Et c'est ça qui m'a fait. Je pense que les gens ici sont
Mais bon, je trouvais les gens à Montréal sont chaleureux, de partager. Je trouvais différentes cultures. On partageait des choses, de différentes cultures, de différentes nourritures. On était comme plusieurs personnes qui étaient comme venaient de chaque pays différent, mais on était avec les gens du Québec aussi. Donc, était comme de Québec, de Japon, d'ici, de là-bas, où j'aimais beaucoup cette ambiance-là de pouvoir partager des différentes cultures, mais en même temps, on était comme tout le monde égal, tout le monde respecte, tout le monde ça. C'est ça que je pense que ça m'a fait de me trouver bien, de voir comme tout le monde, on est comme vraiment la même chose, vraiment égal. J'aimais beaucoup ça d'ici à Québec. C'est vraiment le fun. Donc là, tu es arrivé à Québec pour voyager un mois, puis ça fait combien de temps de ça? Ça fait 4 ans déjà. Ouais. OK. Puis quand tu es arrivé ici, est-ce que tu parlais français? Oh non, je parlais zéro français. En fait, le français, c'est tout frais. Depuis 4 ans, tu as appris ça avec le temps. Puis je trouve que tu es vraiment très solide en français, là. Je veux dire, pour quelqu'un qui c'est sa troisième langue, tu as appris l'anglais aux États-Unis, là, le français. Puis c'est vraiment impressionnant. Ouais, merci beaucoup. Mais dans le fond, honnêtement, à Montréal, je ne ferai pas beaucoup de français là-bas parce que là-bas, c'est que je me débrouille plus avec un peu d'anglais que je sais. Il y a beaucoup d'espagnol là-bas, donc je parlais beaucoup espagnol et finalement, je savais, j'ai passé un an à Montréal, je ne parlais pas beaucoup de français, mais en même temps, je voulais rester vivre ici, faire ma vie ici. Mais finalement, j'ai dit non, il faut que j'y aille m'a recommandé un ami québécois, m'a dit si tu veux apprendre français, il faut que c'est un petit village. Pour apprendre là-bas, tu vas voir que les gens ici vont parler juste français. Et finalement, j'ai décidé de déménager à Québec. J'ai habité 7 mois à la ville de Québec. Et après ça, j'ai déménagé à Baie-Saint-Paul pendant 1 an et demi. Et à Baie-Saint-Paul, c'est là-bas où entre Québec et Baie-Saint-Paul, c'est là-bas où j'ai amélioré mon français. OK. Puis en ce moment, tu es à quel endroit? Maintenant, je suis à Bromont. Je suis à Bromont. Ouais. Et c'est cool de faire des beaux spots de course aussi parce que, tu sais, on a des beaux sentiers, des belles montagnes partout au Québec, mais ça reste que, oui, Québec, mais Baie-Saint-Paul, surtout Charlevoix, puis là, Bromont, l'Estrie, c'est des super endroits pour s'entraîner dans la nature profonde. C'est vraiment le fun. Ouais, à la fin, je pense que le samedi prochain, je vais aller 2-3 semaines pour me concentrer juste l'entraînement à Baie-Saint-Paul. OK, cool. Ouais, et je vais aller là-bas pendant 2 semaines. Et c'est ça, et ça va. Mais c'est vraiment un bel coin Charlevoix. J'adore ça et c'est vraiment le fun. Pour moi aussi, c'est la montagne ici, c'est juste incroyable. Dans le fond, chaque montagne ici à Québec, il y a des coins différents. C'est le fun aussi. Moi, quand je suis dans un plat, je le connais beaucoup, donc j'aime changer vraiment beaucoup, connaître le maximum possible. J'aime pas vraiment la routine. Ben non, c'est ça. Puis chacune de ces régions-là, c'est sa petite communauté de coureurs, de coureuses aussi. Puis des fois, on voit que tu t'entraînes avec Elliott. Puis je pense qu'à Bromont, il y a vraiment une belle concentration d'athlètes de trail. Puis je suppose que c'est pareil à Charlevoix aussi. Puis même à Québec, parce que je voyais qu'il y a quelques semaines, en fait, tu allais courir dans les trails de la Clinique du coureur parce que tu es ambassadeur pour la Clinique du coureur. Ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, la Clinique du coureur, c'est à découvrir. Mais il y a des belles trails au lac Beauport. Je pense que c'est à la mi-octobre, tu as fait 100 km dans les trails de la Clinique du coureur. C'est quand même impressionnant, ça aussi. Hein? Ouais, c'est vrai. C'est parce que dans le fond, les dernières années, les dernières 4 ans, je ne pourrais pas vraiment faire la course à pied. À mon 100%. J'ai fait juste l'ultra-trail Henri Canal de 2018, je pense. Puis 125, et après ça, j'ai fait quelques courses ici. Mais je pense ici, encore personne, les gens qui m'ont vu courir dans le marathon Montréal ou ça, je pense, les dernières 3 ans, 4 ans, ils ne connaissent pas vraiment Carré parce que ça, j'étais vraiment Carré qui a fait de la course à pied vraiment à son 50-60% maximum. Ouais. Et donc, comme maintenant, quand je suis de retour pour 2021, pour retourner avec la élite encore. Mais les dernières 4 ans étaient vraiment un peu difficiles psychologiquement parce que d'avoir une fatigue et pouvoir pas donner ton 100% était pas mal difficile. Était vraiment difficile parce que j'avais des gros objectifs, des objectifs importants et courir des compétitions et c'est une fatigue musculaire, mais tu ne sais pas de quoi. Et finalement, il était vraiment juste une fatigue ici en bas de mon genou. Je faisais faire un petit massage en bas du genou
pour solutionner le problème, il faut le faire vraiment dans le mollet, dans le côté d'en bas, pour solutionner le problème des quadriceps. Finalement, juste avec 4 massages, c'était solutionné le problème. Ah ouais, fait qu'un problème que tu traînais depuis 3 ou 4 ans, c'était Ouais. trouver comment le traiter, mais une fois que tu as trouvé la solution, c'était assez facile à régler. Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'ai parlé avec un biomécanique et il m'a dit que toute la musculation, le quadriceps, c'est comme fatigue en bas de ton genou, il y a 2 points là-bas. Un biomécanique de Barcelone, et lui était là-bas, mais lui, c'est comme m'a conseillé, m'a dit, est-ce que tu es comme ça quand tu es de pied? J'ai dit oui. Et c'est grâce à lui, finalement, qu'on juste savait où exactement le problème. Et juste pouvoir courir sans la fatigue, c'est juste vraiment incroyable. Et j'ai hâte de retourner à faire la compétition à 100% à l'élite. Et si j'ai fait juste 3-4 entraînements, tu vois la majorité vraiment, vraiment, vraiment vite. Et j'aimerais retourner, surtout l'année prochaine, pour retourner, pour remercier toute la course à pied aussi comme invité ici à Québec, par exemple, comme au Tartaria Aricana, qui en 2018 m'a invité comme athlète d'élite. Mais j'ai fini, je ne sais pas comment j'ai fini, je ne sais pas comment, mais j'ai fini vraiment en rien. C'était un peu dur psychologiquement parce que Toi, tu sais que tu aurais pu le faire en 15 heures ou dans les temps élites, mais là, tu sentais que cette blessure-là, cette fatigue-là te ralentissait et tu n'étais pas à ton plein potentiel. Ouais, c'est ça, ça a été un peu dur parce que les gens t'invitent comme athlète d'élite, mais ils pensaient que je pourrais le faire, mais j'ai sorti kilomètre 2-3, j'étais déjà fatigué. Donc, j'aimerais vraiment en 2021 remercier tout mon sponsor aussi qui m'a donné qui ont confié en moi, que le course à pied qui m'a invité pour le démontrer que vous avez invité, mais j'étais pas à mon 100%, mais maintenant, je peux faire, je suis là. 2021, gardez un œil sur Karim parce que je pense que tu vas pouvoir montrer de quel bois tu te chauffes. Puis à travers ça, où la course pieds nus s'est positionnée là-dedans, est-ce que tu parlais de tes débuts en athlétisme en Espagne, de ta montée vers tes premiers succès en course en montagne, après ça, les ultras aux États-Unis. À quel moment là-dedans, la course pieds nus s'est imposée? Est-ce que tu as toujours couru pieds nus ou à quel moment c'est entré dans ta vie? Quand je faisais l'athlétisme, j'ai commencé avec souliers pendant 2-3 ans, mais après, j'ai commencé à courir tout le temps à nu-pied, cross-country, tout ça, parce que je me trouvais vraiment bien à partir je pensais à nu-pied, compétition, je pensais à partir des 15-16 ans, toutes les courses à pied, toutes les cross-country, mais quand j'étais jeune et quand j'étais enfant, tout le temps, je jouais dans le quartier avec des amis, avec un nu-pied, tout ça. Quand on voit ici, et quand on voit un enfant jouer dans un parc à nu-pied, il est vraiment heureux, il n'est pas peur de, de tomber sur la roche et tout ça. Donc, le problème, après, on ne peut pas courir à nu-pied parce qu'entre 8, 9, 10 ans à peu près jusqu'à adulte, on met des souliers. Mais souvent, les parents mettent des souliers à les enfants pour protéger le pied à les enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que les enfants vont voir les pieds vraiment plus débiles parce qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de ça, il y a zéro contact avec la nature, tout ça. Donc, quand tu es adulte, après ça, tes pieds sont vraiment débiles. Tu marches juste un peu pour un parc et c'est comme, oh, c'est comme un peu ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis pas vraiment souvent mon soulier quand j'étais adolescent. C'est ça, je pense que ça permet de pouvoir courir à nu-pied pendant longue distance et sans avoir beaucoup de blessures et tout ça. C'est juste après ça, en 2013, je pense que j'ai fait une compétition nu-pied pour montagne. Ça a fait une vidéo virale. Donc, tout le monde, la communauté minimaliste de l'Espagne, des États-Unis, m'a commencé à m'appeler pour comment tu peux courir pour montagne, tout ça. Nous, on fait ça depuis 8 ans, mais on est encore notre objectif de faire le demi-marathon et ça. Et toi, tu cours à nu-pied comme que tu es un soulier. C'est comme là-bas où j'étais commencé à être un peu plus connu. Et j'ai commencé avec la communauté minimaliste. Et c'est là-bas que j'ai commencé. Je trouve vraiment bien. Je pense que c'est une sensation naturelle. Jamais j'avais de blessures dans ma course à pied. Je pense que aussi la technique des courses à pied, tu vois, c'est vraiment différent. Surtout pour le dos, pour le genou aussi. Je connais plusieurs personnes qui avaient des problèmes de genou, qu'elles ne pourraient pas faire la course à pied.
mais avec souliers minimalistes, changer ta technique, changer comment mettre ton poids. Et maintenant, il court vraiment plus vite quand lui, quand il m'a demandé d'aide, il avait 45 ans, il m'a dit, je cours plus vite maintenant que quand j'avais 20 ans. Dans le fond, c'est juste, il faut changer notre technique. Et maintenant, tu vois, chaque fois, il y a plus de souliers différents, mais chaque jour, il y a plus de blessures. Chaque jour, il y a plus de mal ici, mal là-bas. Tu vois, des fois aussi, maintenant, je recommande c'est recommandable de changer de souliers pas beaucoup de temps, sinon ça va briser. Ouais. Mais ça dépend beaucoup de chaque athlète et chaque technique qu'il y a. Si tu as une bonne technique, si tu mets bien ton pied, ton soulier il est bien, tu n'as pas besoin de changer. Exact. Tu le disais, Ouais, en c'est ça. 2013, tu es devenu. Tu as une vidéo qui est devenue virale, puis je pense que c'était déjà dans la foulée de ces années-là. On parlait beaucoup de minimalisme, puis c'était dans la foulée de Born to Run, puis tantôt tu parlais des Luna Sandals. C'est ceux qui connaissent Born to Run, le livre de Christopher McDougall, qui est un best-seller. Il y avait le personnage de Barefoot Ted, puis nous, au Québec, on a Barefoot Karim, mais Barefoot Ted, c'est un pionnier de la course pieds nus, puis lui a fondé la marque Luna Sandals qui t'ont commandité. Tu parlais tantôt de quand tu es là en Arizona et tout. Fait que quand tu as fait Javelina et tout, est-ce que c'était tout le temps pieds nus ou tu avais des Luna Sandals? Non, j'avais Luna Sandals là-bas parce que le terrain, c'est vraiment difficile. Et je faisais la course à pied là-bas aussi, mais je faisais souvent la course à pied avec Luna Sandals. Mais dans le fond, la course à pied, par exemple, je ne peux pas dire demain, je vais faire une course à pied nu-pied. Parce que si les derniers mois ou les derniers 2 mois, si je n'ai pas fait l'entraînement nu-pied, je ne peux pas faire dans 2 mois, 3 mois, je dis, oh, je vais faire une course à pied. Parce que mon pied s'adapte vraiment vite, mais en même temps, ça désadapte vraiment vite aussi. Ouais, c'est ça. Fait que toi, Donc, est-ce que c'est par période que tu cours pieds nus ou c'est toujours maintenant? Et maintenant, mon objectif, avant, je faisais la course à pied pour Luna Sandals, mais maintenant, mon objectif de cette année, j'ai amélioré vraiment beaucoup comme athlète minimaliste. J'ai amélioré vraiment beaucoup. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de, même pas je cours avec Luna Sandals, mais j'ai déjà parlé avec eux que je vais chercher vraiment mon limite comme athlète minimaliste, nu-pied, pour savoir à quel niveau je peux arriver. J'aimerais vraiment arriver, courir course avec l'élite, mais à nu-pied. Ça, c'est vraiment mon objectif et d'être le plus constant possible et de courir. J'aimerais vraiment faire de gros podiums avec l'élite, mais à nu-pied à place d'avec le sandal ou avec souliers, non, c'est sûr que non, mais c'est ça. Ouais, c'est impressionnant parce que, tu sais, on voit beaucoup les athlètes minimalistes. Puis, tu sais, même moi, ça m'impressionne quand je vois des gens faire des longs ultras avec des espadrilles très minimalistes, là, tu sais, des X0, tu sais, mais là, toi, tu es en Luna Sandals dans tes longs ultras, puis tu veux même repousser la limite puis aller. Ton objectif, c'est de faire un podium à Ricana pieds nus. Je n'avais pas pensé à Arigana, mais j'avais vraiment pensé des gros objectifs, c'est au marathon de Sables Oui. Pérou ou au marathon Sables Maroc, les 250 km. Ouais. Mon gros objectif, c'est faire un top 5 là-bas, à nu-pied. Okay. Ça, c'était vraiment mon objectif. On va faire l'entraînement, on va préparer bien, c'est sûr, avant à la chaleur. On va aller de concentration avant, 3 à 4 mois, 100% course à pied avant d'aller là-bas, pour vraiment arriver avec l'élite et pour faire un bon temps, une bonne performance. C'est vraiment ça, mes gros objectifs. Intéressant. C'est vraiment de faire un grand retour, mais en mode pieds nus complet. Tu sais, là, tu as fait un peu de tout. Côté pieds nus, tu parlais tantôt des courses dans le désert. Là. Marathon des Sables, ben, c'est le désert du Sahara et tout ça. Tu parles aussi d'Arikana que tu as fait pieds nus. J'ai même vu que tu as fait la trail de la nuit polaire. Ceux qui ne connaissent pas, à Québec, c'est une course à Québec en janvier, en plein hiver. Tu l'as fait aussi pieds nus. Je ne l'ai pas fait du pied finalement, ça. Ah, tu l'avais pas fait nu-pied? Non, nu-pied. Non, je n'ai pas fait ça parce que juste l'année passée, elle faisait vraiment plus froid que l'autre année. Ouais. L'autre année faisait froid, mais il était correct. Mais l'année passée, il faisait comme 37, mais avec la sensation thermique, je ne sais pas combien. Elle faisait vraiment froid et j'étais pas vraiment j'étais pas sûr, je vais pas faire ça. Et j'ai fait finalement avec celui, ouais. C'était la première fois. Ouais, parfois, tu mets les espadrilles quand c'est nécessaire. J'avais juste un soulier là-bas, je pense qu'il était de la course à pied.
J'avais juste un soulier, j'ai dit, oh, je vais le mettre et je vais courir. Mais normalement, sur la course à pied, je pense juste une fois toute ma vie avec soulier. Depuis 2013, je pense j'ai fait une fois parce que le règlement, l'organisation, comme que tu peux pas courir avec un pied dans la montagne. Ah oui, il y a de la réglementation? Ouais. Oui, mais avant, il n'y avait pas de réglementation. C'est juste 2013, il avait comme le Team Salmon, Team La Sportiva, les grosses marques que sponsorisent toutes les courses. Je pense que ce règlement, il est sorti à peu près à cause de moi. Ah, c'est vrai? Parce que, ouais, parce qu'avant, je faisais tout le temps des courses à pied. Jamais avait problème que je fais la course à pied sur la montagne. Mais quand arrive le grosse marque avec une grosse team, le futur de l'Espagne et tout ça, et vient un athlète avec Sandals et gagne à tous les autres athlètes, je pense qu'elle n'est pas vraiment aimée. Donc, après ça, elle a commencé vraiment le règlement qu'il faut que ce soit souliers, des montagnes, tout ça. Mais il y a encore beaucoup de courses en Espagne, mais vite, et vraiment beaucoup, et pas toutes, c'est juste le cours de la fédération. Ah, je comprends. Puis, côté entraînement, est-ce que c'est différent d'un athlète pour des espadrilles? Peut-être ma question est niaiseuse, je pose la question parce que pour moi, c'est super impressionnant. C'est quelque chose que je ne connais pas, le barefoot running. Puis, est-ce que dans ta préparation, est-ce que dans ta récupération, il y a quelque chose que tu fais qui est différent ou vraiment tu as un type d'entraînement 100% identique à un athlète avec espadrille? Je fais l'entraînement 100% pareil qu'un espadrille. Mais parce que moi, mon pied sont déjà vraiment adaptés. Mais si tu parles avec quelqu'un, athlète minipaliste ou athlète nu-pied, ou a commencé à faire ça avec 30 ans, ou 30 quelqu'un, ou 40 ans, ou ça, c'est vrai, c'est différent. Mm-hmm. Lui, il y a une autre sensation, l'autre perfection, parce que lui, il a encore, son objectif, c'est vraiment s'adapter à courir à 100% le plus vite possible à nu-pied. Mais une fois qu'elle arrive à courir, s'adapter, mais ça, c'est une adaptation vraiment difficile de pouvoir courir pour la montagne à 100% sans esquiver, comment je dis, quand il y a de roches, sans aller à droite, à gauche. Mais quand tu cours vraiment 100%, tu es adapté, c'est pareil. Mais quand tu n'es pas 100% adapté à courir à nu-pied, c'est différent parce que tu ne peux pas courir à la même vitesse à nu-pied qu'avec souliers. Non, c'est ça. Puis, tu sais, la clinique du coureur, ceux qui connaissent, quand on parle d'une transition d'espadrille, puis on n'est pas obligé de se rendre jusqu'au pied nu, mais tu sais, quand on veut un espadrille un peu plus minimaliste pour régler une blessure, un problème récurrent, peu importe, mais tu sais, ils expliquent super bien sur leur site web comment faire la transition. Tu sais, si quelqu'un court avec des Hoka aujourd'hui, il ne peut pas tomber minimaliste pieds nus demain. Tu sais, il y a une transition qui va être longue, mais qui peut valoir la peine pour des gens qui ont des blessures récurrentes causées par leurs espadrilles. Fait que toi, dans ton cas, j'ai l'impression que comme tu as toujours couru très minimaliste ou très pieds nus, comme tu disais quand tu étais adolescent, ben, je suppose que la transition n'a pas été trop longue. Puis c'est quelque chose que tu disais tantôt, tu t'adaptes vite aussi. Fait que quand tu retombes avec tes Luna Sandals ou quand tu retombes pieds nus, ben, ton corps se réhabitue. Fait que tu as une bonne capacité d'adaptation. Oui, dans le fond, moi, j'étais tout le temps, j'étais tout le temps adapté à courir en nu-pied. Des fois, quand je mets sandales, ça moins adapté des fois, mais sinon, moi, mon pied sont déjà adaptés à courir à la technique naturelle aussi. Et donc, aussi, les athlètes des États-Unis aussi, ça technique, beaucoup d'athlètes mais dans le fond, si tu as une technique similaire à naturelle, tout ça, c'est plus facile que tu donnes le pas plus vite à le minimaliste, qu'un athlète, par exemple, qui donne du talon, là. Ouais. C'est comme l'athlète, je sais pas, comme Jim Walmsley, comme l'athlète qui vient d'athlétisme des centres. Tu vois la façon qu'il court tout le temps pour le côté d'en avant, tout le temps les genoux sont bien pliés. Donc, cet athlète ne court pas nu-pied, mais il y a comme une technique vraiment naturelle. C'est même pas se courir avec Oka ou même pas se courir avec l'autre, c'est la même, dans le fond, c'est la même technique. Ça, c'est le courir minimaliste, ça pourrait aider vraiment beaucoup les athlètes qu'il y a problème de santé avec le genou, avec le dos, avec les hanches aussi, les bassins qu'on entend souvent. Ouais, il y a la misère aussi d'avoir de bonnes techniques de course à pied, donc technique avec un style minimaliste que je conseille à tout le monde, c'est commence vraiment tranquillement.
Faire une C'était pour transition progressive. Ouais. Ouais, dans le fond, c'est comme le problème que ça a passé comme quand ça sortit le Five Fingers dans le monde, fait quelques années que tout le monde a acheté la Five Fingers. Il a commencé à courir ça. Et après ça, il avait des problèmes au mollet, tout ça. Il a commencé beaucoup de gens de blessures parce que je pense que la faute qu'a fait Five Fingers, il n'a pas expliqué bien qu'il faut faire une transition avant Oui. de mettre ça de soulier. Qu'est-ce qu'il a fait les gens de courir avec un Oka ou de courir un gros soulier, courir avec Five Fingers? La technique, c'est totalement différent. Ici, un bluser, 100%, tu vas briser ton pied. C'est pour ça, là-bas, il y a un bon exemple de fait pas vraiment, parce que ta musculature, ma musculature, c'est pas vraiment la technique comme je mets le pied, comme mon pied lit le terrain. C'est vraiment différent d'un athlète qui a couru, par exemple, toute sa vie avec souliers. Ben non, exactement, c'est de l'adaptation. Puis ce qui était intéressant quand on lisait Born to Run de Christopher McDougall, c'est cette explication-là aussi que la plupart des Occidentaux ici, ben, dès qu'on est jeune, on nous met des espadrilles de sport pour les cours d'éducation physique, les cours à l'école de sport. Des espadrilles qui sont beaucoup de support, beaucoup de technologie, beaucoup des semelles épaisses. Fait que n'importe qui se met à faire du sport, il faut penser qu'on a appris à courir de cette façon-là, puis on a appris dans ces espadrilles-là qui déforment un peu la bonne façon de courir. Si depuis qu'on était jeune, on courait tous une pieds nus, on aurait tous la bonne technique, comme tu expliquais, de déposer à peine le talon, puis tu sais, mais je pense que les entreprises sont bonnes pour vendre des produits qui sont beaux côté fashion, qui sont des couleurs attirantes, qui sont des technologies, puis à chaque année, on nous sort des nouvelles technologies, puis il y en a toujours plus. Alors qu'au final, ce que Born to Run expliquait qui était très intéressant, c'était que le pied est fait pour courir pieds nus. Puis moi, je me rappelle, je lisais Born to Run quand j'étais en Arizona, puis j'ai fait une course, puis j'ai vu qu'on a fait la même course, pas la même année, mais le Coldwater Rumble à Phoenix, en Arizona. Puis je lisais Born to Run où on parle d'une tribu dans le nord du Mexique qui court pieds nus, qui court des longues distances. Puis j'arrive à la ligne de départ de Coldwater Rumble en Arizona. Puis il y a des gens de cette communauté-là qui sont là. Puis tu as tout le monde équipé en Oka avec leur veste d'hydratation puis leur gear. Puis là, tu as ces gens-là qui sont là pieds nus ou avec des petites sandales, avec des genres de robes traditionnelles. Puis ils torchent, là, je veux dire, ils partent, puis ils sont super rapides, puis ils ont terminé la course dans le top 5, puis c'est super impressionnant de voir ça aller. Ouais, c'est juste vraiment incroyable. Moi, qu'est-ce que j'adore de cette communauté Tarahumara, j'ai fait la course à pied au Chacaballo Blanco 2017, je pense. Ouais, j'ai fait en 2017, c'est vraiment c'est une course à pied vraiment le fond, mais que c'est plus le fond là-bas, tu vois qu'il y a des choses que les gens, tu vois comme elle court, que le vêtement qu'il y a, c'est où qu'elle fait. La semelle, comment on fait le sandal, c'est fait avec comme, la roue de voiture, les marques, comment ça s'appelle? Les pneus. Ouais, c'est fait avec ça, pneu de voiture. Ils font avec ça, sandal, c'est avec un couteau. Ils l'attachent avec le cuir de vache. Mais c'est juste avec ça, et tu vois ça, c'est juste vraiment incroyable. Mais si tu vois, à Mexique, c'est correct, mais j'ai regardé ça à l'Espagne avec le meilleur athlète d'Espagne et du monde qui était là-bas. Et après ça, été moi, on nous a appelé une télévision espagnole. Un des athlètes qui sort dans le livre Bonchoran, c'est Arturo Quimare. Oui. Arnulfo Quimare. Il était Arnulfo Quimare et l'autre athlète aussi, Selvino. Mais Selvino, je pense qu'elle n'est pas sortie sur le livre. Mais il était aussi Nuria Picas. Oui. C'est l'athlète qui son coach aussi, Pau Bartulo, et lui aussi a gagné le OCC, le course Trenta Mont Blanc plusieurs fois. Et tu vois, le meilleur athlète du monde, et eux, c'est qu'on vraiment, où il avait beaucoup d'athlètes d'élite, comme avant de courir, il faut qu'on mette un legging, ça, l'autre, plein de choses. Et eux, tu le vois qu'ils courent juste avec je sais pas comment, pour moi, je regardais, c'est comme il était nappe ou je sais pas quoi, mais il était comme vraiment, ouais, et vraiment ça avec une sandale, avec maïs, et c'est tout. Et pas de gel, pas ça, pas de rien. Et quand on avait des côtes, je voyais que tout le temps, Silvino, elle prenait comme de bois et commençait à utiliser comme des
de pales pour monter quand arrivé à vous, acheter ça là-bas. Et après ça, c'était vraiment, vraiment incroyable. Puis, à le fond, qu'est-ce qui est mieux de tout ça, c'est qu'elle finit deuxième, troisième. Et avec les athlètes qui Complete Sport, où tu voyais des fois l'athlète, je n'ai pas fini la course parce que j'avais des crampes, mais parce que je n'ai pas mis mon short de compression, des choses comme ça. C'est juste vraiment incroyable parce que tu vois qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, je pense qu'on commence à en perdre. C'est quoi le plus important des sports et on donne vraiment l'importance matérielle. Et oublier beaucoup de c'est quoi vraiment le sport qui pour arriver à l'élite ou pour arriver à faire ton rêve réalité, il faut que tu travailles vraiment fort, tu fais vraiment des bons entraînements, sacrifices. Des fois, il faut que tu travailles vraiment beaucoup et après ça, quand tu arrives à la maison, tu arrives fatigué, mais il faut que tu fasses 3 heures de l'entraînement. Si tu veux arriver, tu peux arriver. Mais aujourd'hui, je pense que les gens d'athlètes d'élite, souvent, qu'est-ce qu'ils transmettent à la nouvelle génération, que pour courir vite aujourd'hui, il faut que tu aies un soulier de plaques de carbone, il faut que tu aies un chandail de $150, il faut que tu aies ça de short de compression. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment triste dans le sport d'aujourd'hui parce que c'est vraiment pas vrai. Je pense que les gens que j'avais la chance de trouver qui étaient ex-athlètes d'élite vraiment connus à niveau mondial, m'a dit nous, on travaillait 8, 9, 10 heures par jour. On arrivait à la maison fatigué, mais on faisait l'entraînement 2 heures, 3 heures. Tu travailles vraiment fort jusqu'à arrive ta opportunité. Tu n'as pas besoin de ça. On n'avait pas ça, on n'avait rien. On avait juste un soulier, la même soulier qu'on faisait le travail, c'est la même soulier qu'on faisait la course à pied, c'est la même soulier qu'on faisait la pisserie. Moi, m'a motivé. Ouais. Des fois, il faut juste se rappeler, revenir à la base, pourquoi on fait ça, le sentiment de liberté, de pouvoir courir et s'amuser dans les bois. Puis je pense qu'en trail, on le sent quand même. Il y a pas beaucoup, les gens ne se prennent pas la tête beaucoup en trail. Les gens s'amusent, sont dans le bois, mais il y a quand même ce focus-là très axé, soit performance, soit équipement et tout ça, alors qu'au final, la course, on a juste besoin de nos 2 jambes et c'est tout. Puis à t'écouter, je sens que tu as vraiment au-delà du minimalisme dans les pieds, au-delà du minimalisme comme mode de courir nu-pied ou courir avec des espadrilles ultra minimalistes, je sens que tu as vraiment cette approche minimaliste dans ton approche du sport, au-delà des espadrilles. Juste, tantôt, tu parlais que ça a pris des années avant que tu cours avec une montre, de courir le plus léger possible ou de courir avec le moins d'équipement possible. Est-ce que c'est quelque chose que c'est un but que tu recherches en ce moment, d'avoir une approche minimaliste de la vie, du sport? Mon objectif, c'est vraiment être libre et être un peu riche avec moi-même. C'est comme je vais commencer à voyager plus pour ici, Canada, pour connaître plus Canada et pour connaître aussi plus le monde. Je suis pas une personne que son objectif, c'est vraiment travailler vraiment fort pour avoir beaucoup d'argent. Moi, je suis une personne vraiment minimaliste. J'aime beaucoup vivre avec le minimum. Mais aussi, il y a des fois que j'aime sortir des fois avec des soirées, avec des amis bien habillés, chics, tout ça. Mais tout ça, mais généralement, ma vie, c'est comme j'aime vraiment vivre avec le minimum. C'est ça, c'est comme d'avoir vraiment l'essentiel, un cellulaire et voyager ici, travailler quelques mois, 3 mois ici, là-bas, de chercher une nouvelle expérience, une nouvelle montagne, un nouvel pays, une nouvelle gens, une nouvelle... Je trouve que ça, c'est vraiment la vie. J'aime beaucoup aussi de faire l'entraînement. Moi, j'ai 3-4 shorts, 3-4 chandails pour faire la course à pied. Et avec ça, psychologiquement, comme je suis maintenant de forte avec toute l'expérience que j'ai passée, surtout les dernières 3-4 années que j'ai pas gagné de course, m'a fait vraiment... Je suis heureux d'avoir pas fait de bonnes courses les dernières 3-4 années parce que ça m'a fait vraiment connaître vraiment bien à moi-même et aussi connaître vraiment bien à les gens qui étaient pas juste avec toi pour faire une photo quand tu étais tout le temps en haut. Les gens qui sont vraiment t'aiment, les gens qui rappelaient toi vraiment chaque jour, ça m'a fait vraiment voir c'est qui vraiment mes amis, c'est quand vraiment les gens s'intéressaient à moi. Parce que moi, quand j'ai gagné le cours, j'avais des 1000 personnes. Je dis, oh, c'est ça. Mais quand les 3-4 années, quand j'ai pris le temps pour moi, d'abord, quand j'ai trouvé vraiment c'est qui, tu voir
tu vois les personnes qui t'aimaient vraiment beaucoup et tout ça. Mais pour moi, je suis une personne que j'aime voyager beaucoup, connaître une nouvelle ville, une nouvelle ça, mais tout le temps avec le minimum. Mhm. Aujourd'hui, je pense qu'on vit dans un monde que les gens veulent voyager beaucoup, mais en même temps, ils veulent une voiture chic, mais en même temps, ils veulent une chandail que ça coûte beaucoup d'argent, mais en même temps, ils veulent ça, ils veulent tout, mais en même temps, ils veulent voyager, mais et finalement, achètent tout le matériel, mais elle ne peut pas même pas voyager ici, là-bas, parce qu'il n'est pas le temps, ou n'est pas de l'argent, parce qu'elle est comme un peu prisonnier. Je pense que les gens sont un peu prisonniers de sa facture, les hypothèques et les prêts et tout ça. C'est comme un peu difficile. Mais pour moi, je suis vraiment personne d'avoir le minimum de choses. Si moi, je vis de la montagne, si je voyage d'ici, là-bas, je suis vraiment la personne plus heureuse. Je sais que je peux gagner des courses à pied, courses importantes, juste avoir 3-4 professionnels à côté de moi. Et moi, j'ai gagné plusieurs courses avec une short d'aller à la piscine. Et jamais ça passait rien. Juste, il faut que tu arrives en forme et tu n'as pas besoin de. Vraiment pas. Moi, j'ai donné plusieurs fois des conférences à les adolescents d'école et tout ça pour arriver à chercher son rêve. Tu n'as pas besoin du meilleur matériel du monde, tu n'as pas besoin le meilleur short du monde, tu n'as pas besoin de la soulier qu'il y a Jornet ou la soulier qu'il y a ça. Tu peux faire l'entraînement. Il faut que tu aies vraiment fort psychologiquement. Il faut que tu aies confiance en toi. Et une fois que tu as confiance en toi, tu peux arriver à faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin vraiment des choses de luxe. Moi, j'ai vraiment fait longtemps que j'ai pas mis mon montre. Mon montre, elle est là-bas. Il est dans un tiroir et j'ai ça. D'accord? Moi, ça fait 17 épisodes que j'enregistre avec ça. J'ai rencontré des athlètes de tous les niveaux. J'ai rencontré Maude Matisse, qui est la meilleure coureuse au monde présentement. J'ai rencontré des athlètes élites. J'ai rencontré des athlètes amateurs, des gens du mid-pack, des gens qui complètent des distances énormes. J'ai rencontré toutes des personnes intéressantes. Il n'y a personne, quand je parle de la recette de leur succès ou de la recette de leur réussite ou ce qui leur a permis d'atteindre les plus hauts niveaux, les plus hauts sommets, les meilleures courses, les plus longues distances. Il n'y a personne dont la réponse a été mes espadrilles Salomon ou mes shorts de telle marque ou mon équipement de telle marque. C'est la persévérance, c'est le travail du mental, c'est les longues journées, les longues soirées d'entraînement, les grosses semaines avec du gros volume hebdomadaire, du gros D+, des entraînements physiques, du cardio, de la musculation. Mais c'est jamais l'équipement. Oui, l'équipement peut avoir son avantage à droite à gauche, mais on s'entend que ça fait 17 épisodes, 17 semaines que je jase avec des gens, puis il n'y a personne qui a attribué son succès à de l'équipement ou à du matériel. Après ça, ce n'est que ce qui se passe entre tes deux oreilles, puis c'est ça qui t'amène, que ce soit des victoires ou que ce soit simplement de traverser des lignes d'arrivée, que ce soit simplement de faire des distances exceptionnelles. C'est la performance physique et mentale qui prône surtout. C'est ça, travailler fort, tout ça. Dans le fond, en altitude, c'est vraiment différent parce que moi, j'étais dans une catégorie de 13-14 ans et je me rappelais qu'on parlait, avec cette soulier, tu voles, tu cours vraiment vite. Des choses comme ça, c'est comme des choses qu'on disait, tu vas courir vraiment vite, mais on disait des fois, oui, avec ce soulier, c'est le saut qui lui a gagné parce que c'est chose que tu vois que les gens, que les athlètes jeunes attendent et grandissent facilement avec ça. Ah oui, c'est du marketing. Il lui a gagné ça, mais si tu veux courir descendre de 12 secondes, il faut que tu cours avec ça. Il y a beaucoup d'athlètes aussi, c'est professionnel aussi. Il dit que si tu veux améliorer ton temps, il faut que tu changes de sponsor aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à changer de sponsor, à courir avec Nike. Juste à cause de la plaque de carbone. Et même pas Nike, ils donnent juste des souliers, mais vraiment, on est deux sports vraiment différents. Et de trouver des gens de la montagne qui encore. On est vraiment fait différents et ça, c'est vraiment le fond. Ça, c'est le fond de la montagne, je trouve. Exact. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans notre sport ou dans n'importe quel sport, c'est que les athlètes qui réussissent à en vivre de ça vivent avec les sponsors. Tu sais, c'est pas en course à pied, c'est pas en course en montagne que tu vas vivre avec les bourses de vainqueurs, c'est avec les sponsors. Fait que dès que tu as des gens qui même ont une approche minimaliste, tu sais, quand tu lis les livres de Kylian Jornet, quand tu regardes la philosophie du sport de Danton Krupichka, c'est des gens qui sont très minimalistes dans leur approche,
mais en même temps, ce qui leur permet de gagner leur vie, ce qui leur permet de vivre de la course, ben, c'est les sponsors, c'est les équipementiers, c'est des compagnies qui font la promotion d'espadrilles, ce qu'on dénonçait un peu tantôt, des espadrilles qui ont toujours plus de technologie. Fait qu'il y a comme cette drôle de dualité-là où les athlètes qui ont une approche et une philosophie minimaliste sont quand même encouragés à faire la promotion d'espadrilles avec des technologies et tout ça. Oui, c'est vrai, parce que dans le fond, le sport a changé vraiment beaucoup. Moi, c'est juste les dernières années, depuis qu'a commencé fort le marketing, le sport a changé vraiment beaucoup. Aujourd'hui, c'est vraiment le plus important, c'est je sais pas, il faut que tu aies quelque chose, faut que tu fasses quelque chose de plus à part de gagner des courses. Ouais. Moi, ce qui m'a aidé beaucoup pour vivre de sport, c'est quand j'étais vraiment toute seule. Il y a beaucoup d'athlètes qui courent à nu-pied, mais un athlète qui finit première position à nu-pied, j'étais moi toute seule. Puis ça frappe l'imaginaire de voir un gars comme toi qui, en 2013, remporte une course de montagne dans les roches, dans les racines, dans les sentiers, puis complètement à nu-pied. Fait que tu es comme devenu rapidement un icône où les gens t'ont associé au barefoot running, qui était une mode à ce moment-là. Puis, pas une mode, mais je veux dire un mode de vie, puis une façon d'approcher le sport qui est complètement différente. Fait que ça surprend les gens, puis c'est ça qui est intéressant, je pense aussi. C'est intéressant de découvrir, Karim, puis de voir ton approche du sport ou de parler justement de cette approche minimaliste-là qui dépasse juste le fait de courir pieds nus, puis de juste d'avoir une approche de la vie, puis une philosophie de la vie qui est plus minimaliste, puis de se concentrer sur l'essentiel, d'avoir du fun dans la forêt en courant avec les amis, puis faire des courses à droite, à gauche quand on peut, puis avoir des podiums, mais le faire pour toi plutôt qu'essayer de te mettre une pression d'avoir un podium pour un sponsor. Au final, si tu fais une course puis ça va bien, mais tant mieux, tu peux faire un podium puis tu seras fier, mais si tu fais une course puis tu vis une expérience humaine qui t'apprend sur toi, que tu finis 29e, mais si tu as appris sur toi, je suppose que c'est positif, puis on s'en fout du sponsor rendu là. Toi, tu as vécu une expérience humaine et physique dans laquelle tu vas grandir. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il faut que tu aies vraiment, ce que j'ai appris les dernières 3-4 ans, j'ai appris, il faut que tu es chaque jour heureux avec toi-même. Il faut que tu fasses vraiment ce que tu fais pour toi, faire le objectif, qu'est-ce que vraiment tu aimerais faire. Oui, essaie d'être vraiment comme heureux chaque jour de ta vie, chaque semaine, chaque ça, parce que dans le fond, d'avoir vraiment de grosses objectifs, oui, mais essaye de faire ça de gros objectifs, mais d'une façon heureuse, d'une façon que tu es bien avec toi-même. Je veux vraiment m'adonner comme c'est quelque chose que j'aime pas ça marche pas ça, je le coupe tout de suite et je change. Je vais dans le travail, par exemple, j'aime pas ça, je change et tout de suite, je pense pas comme des semaines, 2 mois ou des mois, parce que je suis une personne vraiment que je vais vraiment de façon minimaliste comme maintenant, je voulais aller à Alberta, où là-bas, c'est vraiment cher. Et Banff, tout ça, ça coûte vraiment cher, l'hôtel et tout ça. Moi, j'ai pris une tente de Canada Tire qui ça coûtait $30, 34 $, quelque chose comme ça. J'ai resté pendant la montagne, je dormais $0 avec des os, avec des grizzlies, avec ça. Et j'ai mangé par jour entre les déjeuner et dîner et souper, j'ai dépensé 3, 4, $5 maximum. C'est ça. C'est que c'est un mode de vie, puis il y a une manière dans la vie. Il y a toujours une manière de payer plus cher, mais il y a toujours une manière de payer moins cher ou de se contenter de moins, puis de vivre plus proche des éléments comme ça. Tu dis, tu as sûrement vécu des aventures que d'autres n'auraient pas vécues si c'était payé l'hôtel super cher au flanc des montagnes. Oui, c'est ça. Dans le fond, voyager, c'est vraiment pas cher si tu ne payes pas un hôtel de 5 étoiles. Ouais. Voyager, dans le fond, c'est vraiment pas cher. Moi, j'aime beaucoup les auberges de jeunesse ou les auberges où tu connais beaucoup de gens. Je connais beaucoup de Québécois là-bas, sont à Banff là-bas. Et plusieurs Québécois qui arrivaient à passer 3-4 jours, mais finalement, sont restés là-bas et cherchaient un nouvel travail. Et ils ont démissionné aux fois qu'ils sont là-bas, ils étaient vraiment des gens. Ils étaient vraiment des gens vraiment spéciaux, vraiment ouverts. La ville de Québec, j'ai trouvé comme 4-5 personnes la même auberge que moi. Finalement, j'étais allé là-bas tout seul, mais chaque jour, j'avais un groupe des amis différents. Donc, on faisait comme une famille, tout le monde qui voyageait tout seul. À la fin, tu te dis, je vais voyager tout seul, mais finalement, tu ne voyages pas tout seul, tu arrives là-bas. Par exemple, j'ai trouvé quelqu'un qui faisait cuisiner la pâte,
je dis, ouais, on est une chef ici, tu commences une conversation, tu connais de rien, mais tu dis, moi, je viens de Québec, moi, je viens d'ici. Tu fais quoi de moi? Je vais aller visiter le lac. Moi aussi, je vais aller le lac juste à côté. On fait ça demain, ça. Parfait. Et comme ça fait comme vraiment Oui. des belles expériences. Ouais. Quand tu voyages seul, moi, je l'ai fait quelques fois aussi, puis j'ai l'impression que le fait d'être seul ouvre plus les horizons parce que quand tu voyages à deux ou en groupe, ben, tu sembles fermé aux yeux des autres parce que tu es dans ton groupe et tu as tes gens. Mais quand tu voyages seul, quand tu arrives à un endroit, tu t'assois seul dans un bar, dans un café, dans un restaurant, ben, c'est comme si ça ouvrait des antennes puis que les gens captent tes signaux, puis tu finis par rencontrer des gens. Puis comme tu dis, je pense que voyager seul, c'est les moments où tu voyages le moins seul parce que tu fais plein de rencontres, puis autant des locaux que d'autres voyageurs, puis ça amène des expériences. Hein. Ouais, c'est vraiment incroyable, c'est des sensations, c'est des choses que tu peux pas expliquer parce que des fois, avant de voyager, les questions que te demandent les gens, c'est des questions que tu peux pas répondre tout de suite parce que même pas toi-même tu sais, tu vas trouver la réponse là-bas. Par exemple, où tu vas dormir le mercredi prochain, je sais pas, je vais trouver quelqu'un, je vais chercher, je vais demander, je sais pas, mais c'est des choses que tu peux pas. C'est ça, mais c'est ça. C'est intéressant, ouais. Karim. Merci de ton temps. Moi, avant de terminer, j'ai tout le temps mes questions éclairs. Fait que c'est 10 petites questions courtes, A ou B, donc très rapides. Puis le but, c'est d'aller chercher le temps le plus rapide, le FKT, le Fastest Known Time. Je rappelle que depuis peu, le FKT masculin, c'est David Bombardier en 26 secondes. Donc, Elliot Cardin, ton ami, a longtemps eu ce FKT-là des réponses les plus rapides, mais David l'a battu récemment. Puis, on va voir si tu vas réussir à aller chercher ce record-là. Fait que tu me dis quand tu es prêt pour les questions éclair NAC. OK. Route ou trail? Trail. Roche ou racine? Glacé. Porter des bas ou porter une tuque? Porter une tuque. Bromont ou Charlevoix? Bromont. Question NAC, barre protéinée ou poudre protéinée? Poudre protéinée. Espagne ou Québec? Québec. Monter ou descendre la montagne? Descendre. Javelina Jandred ou Coldwater Rumble? Javelina Jandred. S'entraîner seul ou en groupe? Seul. Pieds nus, l'été ou l'hiver? L'été. 36 secondes quand même. Ouais, non, pour moi, faut que je pense beaucoup aussi. C'est pas facile. Je t'ai pas mis la tâche facile parce que là, il faut que tu traduises en même temps que je te les pose. Puis je t'ai pas aidé avec Espagne ou Québec. Là, c'était quand même pas smart de ma part. J'essayais de chercher des choses, mais finalement, c'est chacun vient sur le côté de bon. Son détail différent, les deux sont vraiment bien. Ben non, c'est clair, c'est ça. C'est ça le but des questions aussi, c'est de mettre des questions plus difficiles à travers. Mais merci beaucoup, Karim. C'était vraiment une discussion super intéressante. Ça a permis de sortir de mes horizons puis d'explorer ce nouveau mode de course-là, ou du moins ce mode minimaliste-là que je trouve intéressant. Moi, ce qui se rapproche le plus dans ma vie de coureur de minimaliste, c'est que je porte pas de montre, moi non plus. Puis ça fait toujours rire les coureurs quand je leur dis que quand ils sont là, puis ils parlent de leur Sunto puis Garmin. Puis là, j'ai une montre Walmart qui a coûté 8 $ parce que je veux juste savoir mon chrono pour savoir à quelle heure manger mes gels ou boire mon eau, mais c'est tout ce que j'ai. Ça, c'est le mieux. Je pense que les espadrilles de course, un peu comme les montres, je pense que c'est un gros sujet de discussion chez les coureurs. Fait que quand tu arrives comme quelqu'un comme toi qui ne porte pas d'espadrilles, ça frappe l'imaginaire, puis les gens posent des questions puis ils ne comprennent pas trop. Mais merci beaucoup de ton temps, Karim. C'était super intéressant de jaser avec toi de minimalisme, de pieds nus, puis de tes objectifs. Je pense que 2021, ou en tout cas les prochaines années, ça va être intéressant de te suivre, sachant maintenant qu'après 3-4 années un peu plus tranquille à faire des courses, là, tu vas te lancer. Puis je pense qu'on va te voir sur plusieurs podiums dans les années à venir. Puis j'ai très hâte de voir ça aller. Merci beaucoup et ça me fait plaisir aussi de parler avec toi. C'était vraiment le fun. C'était une interview différente et c'est vraiment le fun de parler avec toi et de te connaître aussi pour l'écran, mais c'est différent aussi que le photo, donc ça... oui, exactement. Exact. Comme d'habitude, moi, je remercie William, Nicolas et toute la gang de NAC qui présente cet épisode. Merci à David Hébert pour le design graphique. Merci à Fred Desroches pour le thème musical. Puis au moment où cet épisode-là va paraître, on va être quasiment rendu à Noël. Fait que je souhaite un bon temps des fêtes à tout le monde, puis un bon temps des fêtes à toi aussi,
Karim. Puis merci à tout le monde qui nous écoute semaine après semaine. Ça va faire 17 épisodes, donc 17 semaines que j'ai lancé le balado. Puis j'ai vraiment des belles réactions de la part de tout le monde. J'ai la chance de rencontrer des invités fascinants. Ma job est facile. J'ouvre le micro, je pose quelques questions, puis je vous laisse jaser. Puis Karim, tu n'as pas fait exception. Tu as été un invité qui était très intéressant, très inspirant. Puis je suis sûr que les gens vont aller te suivre, ceux qui ne te connaissent pas, puis qui vont avoir découvert un coureur super inspirant. Fait que merci Karine, puis merci à tout le monde qui nous écoute. Merci à toi, Jam, et bonne fête à toi, et bonne fête à tout le monde ici qui écoute pas sorti de voix. Donc, ça, c'est ça. Et passer une bonne fête toute avec la famille. Ouais, on ne peut pas s'attendre, mais. Ouais, c'est ça, à distance. Comme nous présentement, en Zoom. Ça va être des parties de Noël. Ouais, c'est ça. À distance. Okay. Merci tout le monde, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.